Bien, chers collègues, nous allons pouvoir commencer notre séance de ce jour. L'appel est le premier point à l'ordre du jour. Jean-Paul Vermeau, moi-même présent. Patrick Gambache. Présent. Catherine Tréanton. Présent. Yvon Laurence. Présent. Nathalie Barnet. Présent. André Laurent. Présent. Valérie Scatolin. Présent. Frédéric Laminotte. Présent. Laetitia Abili. Présent. Jérôme Plouzen. Présent. Françoise Keinec. Ismaël Dupont. Marie-Françoise Madec, Patricia Stéphan, Amada Zoubeiri, Élise Kerebel, pouvoir à André Laurent, Catel Salazar, Henri Merlin Gabagne Gaba, pouvoir à moi-même, Ludivine Lemaine, Camille Thomas, David Guillaumard, Christelle Breton, Ali Azala, Jolane Faucheur. Il y en a qui ont de l'énergie ce soir. C'est bien. Eugène Davillers-Caradec. Anne-Yvonne Géréec. Ah, mais où est Marie Anne-Yvonne. Marie Galouedec, pouvoir à Patrick Gambache. Jean-Charles Pouliquin. Georges Orégan. Alain Danielou. Sabine, en retard, peut-être. On vérifiera. Non, je crois pas. Ouais. Vous l'avez ? Vous l'avez envoyé au secrétariat général ? On va vérifier. D'accord ? Thomas Deroux, Fabrice Bellec. Alors, le point suivant appelle à la nomination du secrétaire de séance. J'ai demandé à Georges Orégan ses disponibilités, s'il pouvait passer demain pour tout signer. Il me l'a confirmé et il a accepté d'être désigné secrétaire de séance. Je l'en remercie. Le point suivant appelle aux informations sur les décisions prises depuis le dernier conseil municipal sur les attributions déléguées. Y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, elles vous ont été présentées. Le premier point de ce soir appelle à l'analyse de la DM numéro 2 par Patrick Gambache. Bonsoir, je vais vous présenter la DM2 de ce soir en deux parties. Une partie sur la partie du budget principal et ensuite sur la partie des budgets annexes. Sur la partie principale, il y aura deux parties, les dépenses et les recettes de fonctionnement, et puis ensuite la partie investissement. Sur la partie dépenses de fonctionnement, donc une enveloppe de 228 000 supplémentaires a été inscrite pour des dépenses d'énergie et de gaz. Vous savez que régulièrement, en fait, on a un souci. Il nous arrive d'avoir des factures très tardives de l'année N-1 qu'on ne peut pas mettre en paiement. Donc on ne peut plus mettre en paiement puisque la journée complémentaire ne dure qu'un mois. Et donc on est obligé en fin d'année de régulariser pour pouvoir voir là où on en sera de l'enveloppe et le différentiel qu'il y a avec ces factures tardives. Donc c'est pour ça qu'on remet une somme maximum qui nous permet à la fois de pouvoir, si jamais on avait la totalité à payer du gaz et de l'électricité, et si jamais il fallait aussi payer ces enveloppes supplémentaires, qu'on puisse le faire. Vous avez ensuite une enveloppe de 11 800 € supplémentaires a été inscrite pour le paiement d'honoraires dans le cadre de l'optimisation fiscale. Alors, optimisation fiscale, ça va vous faire rire. Non, alors on n'a pas acheté des bons du Trésor. L'optimisation fiscale, c'est juste une entreprise qui travaille à récupérer la partie fiscalité en fait qu'on n'arrive pas à récupérer, donc c'est leur travail. Ça nous permet de récupérer pas mal d'argent et donc eux ils sont payés sur un pourcentage de ce qu'ils récupèrent. C'est donc leur part à eux qui est ici présente. Une enveloppe complémentaire de 67 000 € a été inscrite sur la régularisation dégrèvement des taxes d'habitation. Une petite somme de 3 184 € est inscrite donc en diminution du budget primitif. Vous savez que Morlaix est toujours, chaque année on tremble pour savoir si on aura droit au FPIC. On est toujours éligible au FPIC en 2025 et on est également, c'est la balance, on reçoit de l'argent mais du coup on doit en donner aussi et c'est la part que nous devons donner cette année.
Dans le cadre de l'emprunt garanti de la maison familiale rurale MFR, la ville est redevable d'une somme de 372 889 €. Alors sur la question de la MFR, pour que tout le monde soit au courant, la ville s'est portée dans les années précédentes, entre 2011 et 2015, pour un certain nombre d'emprunts que la ville a garantis pour la moitié de cette somme. Les 4 emprunts qui ont été garantis sont de 300 000 €, 400 000 €, 140 000 € et 360 000 €, donc 2 en 2011, 700 000 € en 2011 et 500 000 € en 2015. Il se fait que, comme vous le savez, la MFR a fermé ses portes. La mairie doit donc aujourd'hui assumer ses responsabilités et donc une somme globale qui correspond à la moitié de ce qui n'a pas été payé, d'accord, est à la charge de la mairie, donc aujourd'hui 372 689 €. Nous sommes en négociation avec le Crédit Agricole pour payer une première somme cette année de 55 000 €, 55 900 exactement, et c'est cette somme-là que nous vous demandons de bien vouloir mettre en DM. Enfin, une subvention d'équilibre de 210 000 € est attribuée à la cuisine centrale et 36 000 € au centre de santé municipal. Une somme de 14 915 € est prévue afin d'annuler le titre 2024 de régularisation comptable. C'est que chaque année, on a des régularisations comptables, donc on annule et on reprend des sommes. Donc ça, c'est sur la partie fonctionnement. Sur la partie recettes de fonctionnement, on a à inscrire 69 500 € supplémentaires correspondant au remboursement des rémunérations du personnel. Des recettes de 8 730 € est attendu dans le cadre de la prestation de mise à disposition de prestations de restauration scolaire à l'école Notre-Dame de Ploujean. La ville de Morlaix est éligible au FPIC, donc là on a la partie recette du FPIC de 48 271 €. Et enfin une somme de 34 963 € est inscrite pour en régularisation de loyer à percevoir par la ville. Une recette de 23 661 € est inscrite pour des dégrèvements de taxes foncières. C'est le résultat du travail de cette entreprise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà pour la partie fonctionnement. Pour la partie investissement, en fait, ce qu'on retrouve dans la partie investissement, c'est essentiellement des régularisations comptables. Donc voilà, et bien entendu, en complément, mais les gros flux sont là-dessus, en partie supplémentaire, nous avons sur la section investissement, les moins-values et plus-values qui ont été l'ordre des investissements au cours de l'année. Voilà l'ADM que nous vous proposons ce soir sur la partie budget principal. Sur le budget annexe, nous avons bien sûr la cuisine centrale où nous allons retrouver, il convient d'inscrire donc 125 000 € de crédits supplémentaires en section de fonctionnement afin d'assurer l'équilibre financier de 2025 du budget annexe de la cuisine centrale et diminuer la section d'investissement de 47 000 €. Alors, le budget de la cuisine centrale a été fortement impacté encore cette année par les augmentations de denrées. Il continue à augmenter fortement. Pareil aussi, la mise en place du nouveau marché avec le CHPM, où la mise en place et puis le déroulement des premiers mois n'a pas été complètement à la hauteur de ce qu'on pensait. Donc on a un petit delta pour l'instant qu'il faudra étudier pour l'année prochaine. Enfin, le budget annexe du pôle petite enfance, il convient d'inscrire 13 241 € au crédit supplémentaire en section d'investissement du budget annexe du pôle petite enfance. Pour le budget annexe du centre de santé, il convient d'inscrire 36 000 € de crédits supplémentaires en section de fonctionnement afin d'assurer l'équilibre financier de 2025 au budget du centre de santé. Voilà l'essentiel de ce qui compose la décision modificative numéro 2 du budget principal de la ville et des budgets annexes. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Georges? Oui, juste comme j'avais demandé en commission, si on pouvait avoir les volumes consommés, en fait, le gaz et autres, parce que ça permet de voir l'évolution des efforts qui sont faits en matière d'économie d'énergie et autres. Quand je dis économie d'énergie, là, effectivement, on ne parle pas des volumes financiers, je parle bien des volumes consommés.
Ah, parce qu'effectivement, ça nous permet de voir ce que les efforts fournis produisent comme effet. On vous les transmettra. On en avait échangé lors de la commission des finances. Hein. On a un point noir qui est le pôle Oregon, hein, sur lequel on a... N'y voyez rien de personnel. N'y voyez rien de personnel, Georges. Non, c'est pour la boutade. On avait fait le même coup en commission des finances également, parce qu'effectivement, il y a des, notamment sur la grande salle qui sert au hand, au basket, là, on a une consommation qui est des plus importantes et qu'on a du mal à faire baisser malgré les températures qu'on a minorées depuis la crise énergétique. On n'est pas revenu aux températures d'avant. Mais là, on a un problème de consommation. Pour ne rien vous cacher, nous sommes à l'étude d'une autre solution de chauffage. Hein, je l'avais abordé lundi lors du conseil de communauté, en même temps que le photovoltaïque. On avait parlé qu'on était aussi sur l'analyse des travaux qui sont en cours sur un grand réseau de chaleur urbain bois. Hein, on en profiterait pour raccorder le pôle Oregon et dès lors, on aurait tant en termes de kilowattheure qu'en termes de coût, hein, un effet véritablement massif, parce que là, il faudrait engager des travaux qui sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Alors, on a phasé un certain nombre de travaux, notamment l'école Jean Jaurès, par exemple, hein, là où les travaux continuent. On ne peut pas attaquer tous les bâtiments d'un coup, et sur le choix du mode de chauffage, on a véritablement des gains à apporter. Hein, donc, grosso modo, on arrive à avoir de légères baisses au global, mais on a cet effet ville-centre et des niveaux d'équipement qui sont ce qu'ils sont, hein, relativement forts au niveau de la ville-centre. Et là, c'est vraiment, pour le coup, c'est cette opération de changement de mode de chauffage qui pourra nous faire des gains très substantiels, sachant qu'en plus, quand on passe du gaz au bois, on a, je parle sous couvert de Nathalie Barnet, des gains en termes d'équivalent carbone très substantiels. Donc tout ça est en cours, parce que si on doit tout rénover le parc immobilier de la ville de Morlaix, on parle on a le chiffre d'ailleurs dans l'étude qui avait été faite par EOL pour la rénovation, parce que vous savez, on a un décret tertiaire, c'est 15 millions d'euros tout de suite. Donc on a commencé par nos écoles, Jean Jaurès est en cours. On va faire des deux. On va choisir des modes de chauffage plus économes et continuer les rénovations. Il y a des changements d'huisserie qui sont toujours en cours, mais il y a encore beaucoup de travail sur le sujet. Mais on peut vous faire ce qu'on a fait par contre, et c'est un travail très fin. Hein, on avait une donnée de consommation qui était en fait les factures. Désormais, on a organisé dans certains bâtiments installé des sous-stations qui nous permettent de suivre la consommation par bâtiment, avec notamment des efforts réels qui ont été faits dans les écoles. Les écoles, là où il y a eu une prise en main par le corps professoral d'une vraie possibilité d'avoir aussi des apports pédagogiques pour consommer moins. Les multi-utilisateurs de certains pôles, comme les pôles sportifs ou des salles associatives, nous mettent un peu plus en difficulté dans cet aspect pédagogique de la bonne gestion des consommations énergétiques. Mais on peut vous envoyer tout par bâtiment. Et ça, pour le coup, ça nous permet désormais d'avoir des alertes par bâtiment. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, sur l'ADM, y a-t-il des abstentions? Donc, abstention de l'opposition, d'accord, hein, c'est légitime. Donc l'opposition s'abstient. Pour le reste, y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Nous pouvons passer au point suivant sur le projet de réouverture de la rivière. Alors pour les conseillers communautaires, ça sera une redite, hein, mais parce qu'elle a été présentée lundi soir, mais c'est important que le conseil municipal s'en saisisse pleinement. Hein, la consultation est une obligation réglementaire pour associés pendant toute la durée de l'élaboration d'un projet qui modifie le cadre de vie des habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Et nous l'avions annoncé, nous voulions et nous avons mené une concertation bien au-delà
des seules obligations réglementaires au vu du projet de réouverture de la rivière de Morlaix. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir parmi nous l'expert de cette consultation, puisque c'est BMA qui l'a menée. J'allais vous appeler Brest-Morlaix Aménagement, mais ce n'est pas encore le cas. Vous êtes toujours Brest Métropole Aménagement. Et c'est son directeur général, M. Cou, qui a été invité ce soir à nous présenter le bilan de la concertation. En le remerciant de se mobiliser, je lui cède immédiatement la parole. M. Cou, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le bilan de la concertation que vous aviez décidé de lancer au mois de mars. On a un petit support qui essaye de faire la synthèse de l'ensemble des contributions, puisqu'il y a eu, il y a eu à peu près pour 1600 contributions à peu près. Et donc voici le support. Alors, y aller, oui, voilà. Donc, un petit rappel, mais ça vous le savez, vous êtes déjà engagé donc sur la réouverture de la rivière de Morlaix par le biais donc du PAPI, et cette opération nécessite et l'opportunité aussi de réfléchir et de transformer les espaces publics. Donc c'est une véritable opportunité pour re-réfléchir sur l'ensemble de ces espaces publics, c'est-à-dire ça va nécessiter de reprendre des espaces publics de façade à façade, et sur un périmètre qui va à peu près donc du square Végan jusqu'au kiosque. Voilà. Voici un petit peu le périmètre général, on pourrait dire le terrain de jeu si on parle différemment. Sur cet ensemble, sur ce périmètre, il y a quand même deux invariants. C'est que le premier, c'est que c'est une réouverture de la rivière qui va quand même engager hydrauliquement, et ça c'est les calculs des ingénieurs en hydraulique qui le définissent, une largeur d'environ 6,50 m. Et ce qui est important aussi de garder en tête naturellement, c'est le maintien de liaisons routières suffisantes pour assurer le passage d'une rive à l'autre, vu la topographie du centre-ville de Morlaix. C'est un projet qui engage de nombreuses personnes. Donc en termes de maîtrise d'ouvrage, la ville de Morlaix et Morlaix Communauté, naturellement la régie Andour, pour lequel nous avons apporté un appui de manière générale, donc en maîtrise d'ouvrage déléguée. Naturellement, vous voyez à côté les financements qui viennent à la fois de l'État, de la région, du département, Banque des territoires. Et nous sommes appuyés autrement sur des sachants, qui étaient des bureaux d'études, donc l'atelier Greter, Phytolab et Ingérop, qui sont des cabinets d'ingénierie, voilà. Et Ville Ouverte et Rivacom, qui sont des spécialistes de l'organisation des participations, des concertations sur des grands projets. En termes de planning, si on dézoome un petit peu, eh bien, il y a eu au cours de l'année fin 2024, courant de l'année 2025, les premières études, les premiers diagnostics qui ont permis à ces équipes Greter, Phytolab de commencer à travailler sur le projet. Il y a eu en parallèle, donc et je vais y revenir, une première démarche de participation qui après a été suivie par une phase de concertation réglementaire. Et ces éléments, vous voyez, on arrive à fin 2025, vont nourrir la suite des études, donc les plans d'aménagement, qui vont pouvoir commencer à être dessinés à partir de ces informations. Il y aura naturellement des allers-retours, je dirais, avec les usagers, la population, les commerçants, au cours des phases de conception qui se dérouleront sur 2027 et 2026. Et avant d'enclencher donc des phases opérationnelles que vous voyez représentées ici. Le tout, c'est d'arriver donc à fin 2026 à un plan guide, voilà, qui permettra de définir la place des différents aménagements publics et le positionnement de la réouverture de la rivière. Alors, l'objectif général, c'est d'améliorer le confort public, c'est
de réfléchir et de se reproposer des solutions qui l'améliorent. C'est de travailler naturellement, sans obérer naturellement l'attractivité du centre-ville, c'est véritablement la renforcer. Et c'est l'occasion aussi de repenser donc les mobilités, donc le stationnement, les mobilités douces, les circulations piétonnes par exemple. Alors voici un petit peu une représentation qui a été utilisée, hein. On part de la manufacture et on va jusqu'à l'hôtel de ville, hein, quasiment jusqu'au théâtre. Donc on a différentes séquences de l'espace qui sont un petit peu différentes. Entre des séquences côté gauche, là, voilà, en contact avec la mer, et puis véritablement le cœur du centre-ville, côté droit. On va y revenir. Alors, les objectifs de la participation et de la concertation donc à destination du public, hein, c'était une large démarche, hein, qui a été décidée par la ville de Morlaix et qui a été lancée dès décembre 2024 jusqu'en juin 2025, avec différents échanges qui ont connu des ateliers, des balades, des questionnaires, etc. L'objectif global, c'était véritablement cet aller-retour, de manière à donner un sens au projet, d'amener les habitants à se projeter, à se dire, ben voilà, demain, qu'est-ce que vous attendez, à quoi ça doit ressembler, quelles sont vos craintes, etc. Ça permet de partager le projet, hein, voilà, donc ce qui est important, hein, pour réussir ce projet, et voilà, d'élaborer de manière générale un projet qui réponde aux besoins et aux attentes des habitants. Deux démarches dans le temps, donc une première partie de participation, et je vais faire un premier zoom là-dessus. Cette participation s'est déroulée de septembre à fin mars. Il y a eu des micro-trottoirs, il y a eu donc des balades urbaines, voilà, un certain nombre de choses. C'est une phase non encadrée, voilà, c'est non réglement, enfin, la réglementation ne précise pas véritablement comment ça doit fonctionner. Et on a une deuxième phase, elle, qui est encadrée au niveau réglementaire, qui s'appelle la concertation publique, qui s'est déroulée donc de fin mars jusqu'à fin juin, et qui, elle, a donné lieu donc à, comment dirais-je, des ateliers de concertation. Alors, il y a eu 2 ateliers de concertation avec des commerçants et les professionnels. Voilà, avec une logique un petit peu d'entonnoir. Au début, c'est se projeter, se dire qu'est-ce qui est important, donc hiérarchiser. Puis après, une fois qu'on s'est dit, OK, voilà, on voudrait avoir tel type d'équipement, etc., on va se dire où est-ce qu'on veut les mettre sur l'espace. Et il y a eu donc 3 ateliers grand public aussi, de la même manière, voilà, sur l'ensemble. Il y a eu aussi, naturellement, parce que tout le monde ne pouvait pas être dans les ateliers, donc une réunion publique et un registre pour recueillir les avis des gens qui ne pouvaient pas forcément se déplacer ou ne le voulaient pas. Globalement, c'est une participation et une concertation qui ont bien fonctionné, puisqu'on se retrouve globalement à peu près 1600 contributions entre les gens qui sont venus aux balades urbaines, les gens qui ont écrit dans les registres, les ateliers, etc. Ça fait globalement à peu près ceci au total. Vous voyez au niveau de la participation, les points projets, vous voyez rappelez ici les chiffres, hein, vous les lisez, je vais pas y revenir. Mais c'est globalement une participation qui a bien fonctionné et qui s'est poursuivie après par une concertation avec ces 5 ateliers. Donc vous voyez 30 commerçants, 115 habitants usagers qui ont véritablement bossé, travaillé sur des plans, sur des événements. Et le registre autrement qui lui a recueilli 9 contributions. Donc ça c'est le global. Alors si on regarde les grands enseignements tout d'abord de la phase diagnostic participation, ce qu'on constate de manière très globale déjà, avant de rentrer plus dans le détail, c'est un fort attachement des participants à leur ville, au patrimoine, à l'histoire, ainsi que des préoccupations sur la connectivité des espaces. On sent que les espaces, des fois, ne fonctionnent pas forcément bien actuellement. Enfin, en tout cas, il y a des souhaits d'amélioration. Il y a du souhait de retrouver l'eau. Le lien à l'eau est important. Et puis, naturellement, la présence de la voiture, le rôle du commerce, le positionnement du commerce. La concertation, ça a permis au début, la première phase, à lancer un peu les sujets en l'air, on va dire. Et puis, la concertation a permis de commencer à recentrer un petit peu
les souhaits. Donc sur la participation, vous voyez, hein, on a eu quand même un grand succès sur les balades, les conférences sur le projet hydraulique, sur l'histoire portuaire de Morlaix. Ce qui est vraiment ressorti, ce qui est assez net, hein, c'est que le centre-ville, c'est un lieu de promenade important, hein, pour beaucoup de personnes, pour 71% de répondants au questionnaire. Ce qui est vraiment ressorti, c'est une valorisation de l'existant et puis améliorer la ville, mais en premier lieu pour les Morlaisiens et ceux qui habitent à côté, pas forcément à destination de touristes. Voilà. Je vous cite, hein, les remarques des personnes. Hein. Ce qui est ressorti aussi, ce qui est important, c'est la convivialité. C'est le marqueur de la ville, hein, voilà, mais qu'il faut vraiment préserver. Un certain nombre de personnes ont considéré, 40%, que la ville était triste, qu'il y avait peut-être manque de commerce, de terrasses, voire d'événements extérieurs. Voilà, donc c'est vraiment une attente sur plus de convivialité. Développer en priorité des usages, animation centre-ville. Donc on est dans une logique de balade, de flâner, d'aller pourquoi pas au café, faire ses courses, etc. et faire ses achats et avoir de l'animation. Une forte préoccupation pour l'avenir du commerce en centre-ville, hein, c'est le constat d'une dévitalisation progressive du centre-ville, qui globalement en France d'ailleurs ne touche pas que Morlaix, hein, on a un risque de fond. Une confiance exprimée sur le retour du dynamisme commercial grâce au projet, c'est ce qui est ressorti, et le besoin d'une stratégie d'accompagnement, une vigilance donc sur l'accessibilité de ces commerces. Et enfin, de nombreuses remarques sur des espaces publics qui sont un peu trop contraints, donc à dégager plus de confort pour les piétons, les cyclistes, une forte présence de la voiture, garder plus de place pour les enfants, les personnes à mobilité réduite. Globalement, les gens ont ressenti aussi trois grands espaces un petit peu différents, avec, suivant les personnes, des fois du mal à se dire mais au fait, il est où le centre-ville exactement? Où est-ce qu'on voudrait qu'il aille? Voilà. Donc, on a 3 séquences urbaines que vous voyez, et sur lesquelles ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait un souhait de recoller un petit peu ces 3 séquences urbaines. Donc, oui, voilà. Donc voilà un petit peu la séquence, en revenant sur les séquences urbaines, se rapprocher plus de la nature, du rapport à la mer sur le côté gauche, avoir plus une séquence 2 qui serait peut-être le lieu de manifestation publique, c'est peut-être l'endroit où on peut peut-être un peu plus flâner, etc. et jouer sur ces aspects de convivialité, de bar éphémère, etc. Et puis une séquence 3, elle, vraiment bien affirmée, qui est le centre-ville, plus tournée commerce. Voilà. Donc l'idée, c'est de retrouver vraiment une fluidité des circulations entre ces trois espaces. Alors ça, c'était la participation. Et en ce qui concerne la concertation réglementaire, donc les grandes orientations à donner au projet suite aux ateliers et aux différentes contributions. D'abord, c'est une ville fluide, accessible, où on aura envie de flâner. Donc, ce qui ressort un petit peu, ce que vous avez en annexe de la délibération, c'est faire centre-ville, des circulations fluides, avoir une uniformisation des aménagements, redonner une place aux piétons, diminuer celle de la voiture, la traversée, avoir des passerelles, parce que s'il y a la rivière, il faudra bien avoir des passerelles, hein, pour améliorer cette facilité entre les deux rives. Alors la voiture ne doit pas disparaître du centre-ville, mais réfléchir vraiment sur sa place. Aménager des voies réservées aussi pour les vélos, voilà, de manière générale. On a une ville qui doit être accueillante, vivante, conviviale. Donc c'est là qu'on revient avec peut-être un souhait, en tout cas, davantage de terrasses de café, renforcer la présence des commerces sur l'espace public, organiser des événements festifs ou de spectacles dans l'espace public, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est ce qu'on retrouve et ce qu'ils ont essayé de spatialiser plutôt vers au milieu, hein, c'est ce qu'on appelle la séquence 2. Et puis, naturellement, une ville au charme révélé, c'est naturellement bien travailler sur le patrimoine, voire mettre en valeur certaines maisons, comme la maison Pénano,
Certains ont proposé un parvis, par exemple, devant la maison. Donc tout ceci, voilà, de mettre vraiment en valeur de manière globale. Donc ces trois séquences urbaines doivent être reconnectées entre elles grâce à la rivière, avec ses aménagements urbains et la continuité des parcours, avec différentes ambiances tout le long de la rivière et puis des transitions douces d'une ambiance à l'autre. Véritablement faire une couture importante entre ces espaces. C'est ce que vous retrouvez un petit peu en résumé, un petit peu sur cette représentation. Alors, naturellement, même s'il y a eu globalement quand même un bon consensus entre les différents ateliers, hein, que ce soit entre usagers, habitants, professionnels, commerçants, on sent une convergence, en tout cas ce qui s'est exprimé en tout cas lors des ateliers, ces différentes choses, c'est qu'on sent une convergence de vues. Il n'empêche qu'il y a aussi des écarts de priorisation, donc qui ont été un petit peu listés. Là, naturellement, il y aura une période de travaux qui sera importante, donc une attention particulière pour éviter une dévitalisation commerciale. Le souhait de conserver des places de stationnement au centre-ville, notamment à côté des commerces de proximité et des commerces d'achat dits rapides. Hein, donc voilà. Continuer à travailler sur une offre originale et qualitative des commerces versus les grandes surfaces. Hein, voilà, donc travailler véritablement sur du commerce de qualité de centre-ville. Et ne pas en faire une vitrine simplement touristique, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui fonctionne et qui plaise d'abord aux Morlaisiens. Voilà. Donc, et enfin, recoudre la place des otages et la Manu, voilà, et voir comment améliorer cette liaison. Donc voilà au global les enseignements de cette phase de concertation. Voilà en résumé, même si un résumé est toujours un peu rapide. Merci beaucoup, Monsieur Coup. Le débat est ouvert. Y a-t-il des interventions? Oui, Georges, et ensuite Alain. Oui, comme également je l'avais indiqué lors de la commission, hein, le mardi la semaine dernière, c'est un bilan effectivement qui est contre lequel nous n'irons pas, évidemment. On ne va pas contre un bilan de concertation. C'est un bilan qui est complet, qui est riche, qui dresse beaucoup de lignes qui sont intéressantes, mais qui soulèvent quand même, qui amènent à se poser des questions, parce que nous sommes les uns les autres, dans la majorité municipale, j'imagine, mais nous, comme élus de la minorité municipale, nous sommes beaucoup interrogés par nos concitoyens, qu'ils soient favorables ou non au projet, hein, mais là, ce n'est pas le sujet. Ils s'interrogent effectivement sur ce qui va advenir à partir du début des travaux, démarrage des travaux. Donc effectivement, c'est dans 4 ans, dans 5 ans. C'est la façon dont les travaux vont s'organiser, la façon dont la ville sera accessible, le sort effectivement des commerces, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, et des inquiétudes dont il faut tenir compte. Et une question qui revient aussi de façon récurrente, que nos concitoyens nous posent, c'est et tout ça, ça coûte combien? Et effectivement, on sait qu'actuellement, en fonction des options qui vont être retenues, il pourrait y avoir des évolutions d'estimation de coûts, que les coûts des travaux évoluent effectivement au fil des ans, mais c'est effectivement une question qui est quand même très récurrente et qu'il faudrait quand même y apporter réponse. Merci Alain. Oui, alors effectivement, comme l'a dit Georges, donc la délibération concerne la période de concertation. Évidemment qu'on ne peut s'opposer au fait qu'il y ait une période de concertation, qu'une période de concertation ait lieu, d'autant plus que c'est obligatoire dans le cadre d'un tel projet. Alors ceci étant, sur le fond du projet, je l'ai déjà exprimé au sein de ce conseil et je maintiens mon opposition au projet d'ouverture de la rivière, du moins dans l'ampleur envisagée. Parce qu'en fait, donc, en termes de prévention des inondations, parce qu'à l'origine, c'est le sujet quand même principal, de travailler en amont de manière à ce que
comme on l'a déjà dit, dans le cas de conjonction de fortes marées et de fortes pluies, que l'eau arrive le moins rapidement possible et le moins possible au centre-ville, parce qu'arriver au centre-ville, c'est trop tard. Durant la période de concertation, il y a eu beaucoup de questions sur l'attractivité, sur l'aménagement, sur l'aménagement urbain, sur le souhait, donc votre souhait de modifier le visuel de la ville. Donc, mais dans aucun cas, donc, on ne parle évidemment de prévention des inondations. Donc en fait, il y a eu bien sûr des ateliers pour se projeter, pour spatialiser, pour donner les avis. Bon, ça peut être une bonne chose évidemment de sonder. Par contre, on aura beau faire des travaux, hein, c'est comme si, je caricature un petit peu, si on prend un bâtiment qui prend l'eau et que l'on cherche à améliorer ou à retravailler l'aménagement intérieur, extérieur, mais que l'on ne traite pas le souci d'origine d'infiltration d'eau, l'eau rentrera toujours. Pour moi, le prétexte d'agir dans le cadre de la prévention des inondations ne vous amène-t-il pas à une volonté de modifier la physionomie de la ville via des coûts très importants, comme Georges vient de le dire, donc on ne connaît pas le montant des coûts. Je suppose que ce soir, vous allez nous donner effectivement une estimation des éventuels travaux d'ouverture, des travaux de réalisation des infrastructures suite à l'ouverture, parce que nous devons, enfin, quand je dis nous, c'est bien sûr le conseil municipal, mais également donc les Morlaisiens, les contribuables de la communauté doivent bien sûr avoir des informations concernant les éventuelles estimations de coûts, de manière à pouvoir bien sûr se faire une idée plus précise du projet. Parce que s'il n'y avait pas évidemment de soucis de budget, on pourrait voir les choses différemment. Vous annoncez les financeurs, donc l'Europe, l'État, la Banque des territoires, la région, le département. Ont-ils eu connaissance des coûts de manière à ce qu'ils puissent effectivement vous apporter une assurance et un montant de participation, de subvention, parce que subvention restant bien sûr de l'argent public. Mais voilà, donc nous attendons de votre part effectivement une réponse concernant l'estimation du coût. Merci. Bien. Faisons un peu d'histoire. J'aurais pu venir avec de magnifiques plans, faits sous le mandat d'un de mes prédécesseurs, Arnaud Cazin, que nous ne sommes pas les premiers à envisager cette réouverture de la rivière, puisqu'il y a même un plan, nous en parlions en commission des finances, où un jeune designer avait été retenu pour le mobilier urbain de cette rivière qui était réouverte jusqu'au port. Il était peu connu à l'époque, il est devenu une grande star, c'était Philippe Starck, qui avait sur les plans et sur le concours qui avait été lancé à l'époque été retenu pour le projet de réouverture de la rivière. Vous participiez au mandat précédent où mon prédécesseur, interpellé par un journal local sur la question « Et si vous aviez un rêve ?», la personne d'Agnès Lebrun avait répondu « Cela serait de réouvrir la rivière ». Donc ce n'est pas une question nouvelle, en fait, qui se pose. Sur les doutes que vous émettez sur la solution retenue par le PAPI, moi j'essaie d'avoir, en abritant le plus grand centre de culture scientifique et technique et industrielle de tout l'ouest de la France, une approche extrêmement raisonnée et raisonnable de ce projet. Et les études qui sont menées depuis 50 ans et la création du syndicat mixte du Trégor ont enfin un aboutissement validé à plusieurs reprises par des cabinets scientifiques et même par des consortiums de cabinets scientifiques qui démontrent la qualité de cette réponse de réouverture de la rivière et qui enfin produit une solution. Et pour être sûr, au bout du bout, que nous ne faisions pas d'erreur, l'État a même commandé, et vous en aviez été informé, une dernière étude pour des ouvrages de retenue d'eau en amont, c'est-à-dire des barrages, et pas un seul, il y en a deux,
il y a 2 rivières qui étaient arrivées jusqu'à Morlaix, hein, et le comité de pilotage du PAPI a invalidé ces démarches. Donc j'entends encore les doutes, hein, les doutes même au sein de votre opposition sur le projet, mais la qualité scientifique de celui-ci ne peut pas être remise en question. Pour en revenir au bilan de la concertation, oui, c'est vrai qu'elle est riche, complète, et bien au-delà de la concertation réglementaire, voire même, comme nous nous étions engagés, très au-delà de la réglementation complémentaire. Sur les travaux, vous avez vu qu'ils étaient envisagés en 2028, fin 2028. Hein, donc je ne vais pas pouvoir, Georges, vous répondre immédiatement à comment seront organisés les travaux. Par contre, ce que l'on sait, c'est que des travaux d'ampleur amenant à la réfection totale des réseaux du centre-ville se font, quoi qu'il en soit, ouverture de la rivière ou pas. Puisque, comme je l'ai redit il y a une semaine en commission des finances, les réseaux sont cuits. Et que nous avons régulièrement des débordements, des coulées d'assainissement dans les galeries qui filent directement vers la baie. Et que ce soit les réseaux d'assainissement, que ce soit les réseaux d'abduction d'eau, que ce soit la connectivité des réseaux d'eau pluviale, tout est à refaire dans cette séquence. Alors, je le dis, avec ou sans rivière, toute cette séquence-là faisait l'objet d'un très vaste chantier pour garantir la qualité de nos réseaux. J'aimerais répondre à la question combien ça coûte. Parce que du moment où on a donné un chiffre, et vous en avez fait l'expérience sur d'autres bâtiments dont nous débattions encore au conseil précédent, vous savez que le premier chiffre donné sera retenu. Hein? Ce que je sais, et ce qui nous permet d'avancer, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu le plaisir de rencontrer Arnaud Cazin, qui a demandé à me rencontrer pour savoir comment nous allions pouvoir financer ce projet. C'est que la partie hydraulique est financée à 50% par l'État, c'est son engagement à la signature du PAPI, hein, et les 50 autres pourcents sont financés par la taxe GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et c'est vrai que pour la première fois, parce que le SMT, le syndicat mixte du Trégor, avait buté sur cette question du financement des travaux, puisque personne ne voulait les payer, la prise de compétence par Morlaix Communauté assoit solidement une possibilité de financement des travaux. Comme je vous l'ai dit, on aurait de toute façon tout cassé pour la réfection des réseaux. Donc on aurait refait les surfaces. Eh bien, nous referons les surfaces dans l'entretien nécessaire de la ville. Et là, de la même façon, le coût sera tributaire de nos choix, de la qualité de l'aménagement et d'un autre engagement que nous avons pris avec la population. C'est que nous reviendrons vers elle pour construire, finaliser le projet d'aménagement. Si on revient à une des diapositives qui a été présentée, il y a eu une démarche de concertation et de participation pour pouvoir permettre aux cabinets spécialisés de construire la réponse. Il y aura une deuxième phase de participation et de concertation afin de finaliser l'ensemble des aménagements, puisque on n'a pas l'occasion de faire beaucoup de projets de cet acabit-là. Et c'est cette phase qui donnera le coût final de l'ensemble de l'opération. Donc excusez-moi de ne pas vous répondre immédiatement, mais en tout cas ce que l'on sait, c'est que nous nous sommes engagés dans un projet financé, finançable, mais dont les coûts seront finalisés dans cette phase de participation qui amènera à l'aménagement final. Vous aviez posé une question, Georges, je n'avais pas eu le temps de la réponse parce que je n'avais pas eu le temps de vous répondre, parce que nous n'avons eu qu'aujourd'hui les retours sur les sondages qui ont été faits. Hein. Il n'y a pas encore, à l'heure actuelle, donc ils ont été faits par les sondeurs, c'est parti, c'est le cabinet Aegis qui a été mandaté pour les analyser. Il n'y a pas de retour des analyses, parce que là, de la même façon, ça va donner des indications sur la qualité des sols. Ces sondages auraient été faits également si nous avions dû refaire les réseaux, puisque sur les indications que nous avons, il y a des parties de remblais, il y a des parties qui sont assis sur la roche, il y a des parties qui sont encore visiblement un peu marécageuses, où de l'eau soigne de partout. Mais là, de la même façon, on les fait dans ce grand projet qu'on appelle réouverture de la rivière, ils auraient été absolument nécessaires dans le projet concomitant
de la réflexion de l'ensemble de nos réseaux. Donc excusez-moi, je retarde la réponse sur les coûts. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est que nous nous sommes engagés avec des possibilités avérées de financement. Alors j'ai même vérifié si l'instabilité politique actuelle, et pour le coup ne nous en faites pas les porteurs, dans nos appartenances politiques diverses les uns et les autres, c'est assis sur une grande partie sur le fonds Barnier. Et le fonds Barnier a très peu de papilles finançables et pour le coup, nous on m'a rassuré sur la partie 50% de prise en coût des travaux hydrauliques par l'État. Le reste, et je dois remercier en notre nom collectif l'ensemble des habitants du territoire, puisque la prise de compétence de Morlaix Communauté, qui assoit l'API, prévention des inondations, sur cette collectivité avec une délégation à Andour, nous permet enfin d'envisager une répartition juste, puisque nous sommes au bout des rivières. Mais les rivières, elles viennent de l'ensemble du bassin versant, de l'ensemble du territoire. Donc oui, je le réaffirme, nous avons un projet financé dont nous ne connaissons pas encore tous les montants. Ils s'affineront dans les mois et dans les années à venir, mais en tout cas, nous ne serions jamais allés plus loin dans ce projet si nous avions eu des doutes sur la possibilité du financement de celui-ci. Et pour la partie morlaisienne des aménagements de surface, de toute façon, on les fait régulièrement du moment où on a des réseaux qui sont repris. Route de Paris, par exemple. On a eu enfin quelques informations positives sur la capacité d'Andour de traiter la rue Sainte-Marthe, par exemple. Là, pour le coup, c'est aussi sur le volant des investissements. Il y a toujours une enveloppe annuelle d'investissement pour la réfection de la qualité de la surface des installations de nos voiries. Mais nous n'avons pas encore, et je le redis, démarche de participation, fait le choix final des aménagements. Il en découlera aussi un prix qui sera affiché à ce moment-là. D'autres questions, Jean-Charles ? Oui, sur un premier point tout d'abord sur la vérité scientifique du positionnement actuel, en fait, des choix techniques qui sont faits actuellement. Je ne la remets pas en cause, bien sûr, mais je voudrais quand même rappeler que cette vérité scientifique a considérablement évolué tout au long des 50 dernières années et que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas il y a moins de 5 ans, puisque à la fin du dernier mandat, c'était une autre solution qui était retenue. Donc, c'est une vérité qui évolue un peu au fil de l'eau, si je puis dire. Sur le coût, quand même, je pense que certains éléments de réponse pourraient être apportés, puisque dans l'établissement du dossier, il y a eu une étude de rapport coût-efficacité qui a donné des résultats, qui a dit pour 1 euro investi, on a tant d'euros de dégâts supprimés, enfin évités. Ça veut dire qu'il y a quand même un chiffrage qui existe et peut-être pourriez-vous apporter quelques éléments. Enfin, un dernier point d'inquiétude qui revient souvent dans les propos de nos concitoyens, c'est sur les phasages des travaux. Bien sûr, tout le monde est conscient qu'on ne peut pas donner un calendrier précis de l'établissement, du déroulé de ces travaux, mais peut-être qu'un petit peu de pédagogie ne nuirait pas dans ce domaine, parce que quand on voit aussi ces derniers mois et actuellement comment des travaux peuvent apporter des désagréments en ville, je pense qu'il serait utile d'apporter quelques éclaircissements dans la perspective des travaux considérables qui sont prévus pour la réouverture de la rivière. Je vous remercie de cette solidarité sur la question du phasage des travaux. Qu'est-ce qu'on en a parlé hier, Je ne veux pas rabâcher, mais vous avez engagé des chantiers où le phasage des travaux était tellement mal alambiqué que nous n'en sommes pas encore sortis. Donc j'entends vos critiques, mais je les partage en retour. Sur les capacités techniques, vous savez pertinemment, Jean-Charles, vous étiez au SMT, que ce qui change la donne, c'est la capacité de calcul et la modélisation des galeries. Et que cette capacité de calcul, effectivement, il y a 50 ans, elle n'existait pas. Et que la connaissance des flux hydriques n'existait pas non plus. Et que pour le coup, nous avons, pendant 5 ans, cherché
des solutions en amont qui, de toute façon, en termes de réglementation sur la préservation de la biodiversité à l'heure actuelle, ne sont plus envisageables. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'autorité environnementale. Hein. Autre point, quand nous avons quand même, en termes comparatifs, fait des études sur les barrages, oui, nous pouvions nous prémunir jusqu'à un certain niveau de pluie des inondations. Par contre, on crée un risque technologique majeur avec ce que personne ne pouvait nous garantir, c'est qu'à un moment ou à un autre, les barrages ne soient pas effacés, par exemple comme pour un épisode Sevenol, comme nous l'avons vécu en 2018. Donc là, je préfère gérer cette solution-là, parce que soyons vigilants à ce que l'on dit. Hein. Quand j'entends remettre les plus grandes études menées sur cette question, remettre en question la qualité scientifique de ces études, vous ne l'avez pas fait, ça a été dit juste avant par un de vos collègues de l'opposition. Oui, non mais je le précise. Je dis, faisons attention aux responsabilités que nous portons. Parce que, par exemple, j'entends dire autre chose aussi. Mais ce n'est pas la peine de continuer, le papy, ça fait des années qu'on n'a pas eu d'inondation. Nous savons, dans nos responsabilités, que nous avons évité à quelques centimètres, à pas loin d'une dizaine de reprises, de nouvelles inondations du centre-ville sur ces 6 dernières années. Et vous l'avez vécu dans ces moments-là, celui qui a le téléphone d'astreinte, ses nuits sont amplement raccourcies. Et vous avez participé à cette surveillance, à cette veillance de la ville, parce que, je le redis encore, nous sommes passés à 2 doigts d'inondation ces dernières années. Donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu d'inondation que le risque a disparu et que nous voyons les changements du climat et des épisodes de pluie plus forts et des inondations qui ont touché notre pays et qui ont de nouveau défrayé les chroniques. Hein, donc, je dis attention sur la qualité des travaux scientifiques menés. Soyons vigilants à ne pas emprunter cette voie-là, puisque, je vous le dis, hein, ceux qui l'empruntent emmènent toute la société dans des voies néfastes à son équilibre. Néfastes à son équilibre. Nous, et je le redis, hein, quand nous avons inauguré l'espace des sciences, nous avons fait un choix dans cet investissement majeur de revendiquer l'esprit et l'approche scientifique des problèmes qui sont les nôtres. Ne dévions pas de ce chemin-là, c'est mortifère pour les sociétés et des occidentales comme d'autres le font à l'heure actuelle, et je ne crois pas que nous voulions les prendre en exemple. Sur le phasage des travaux, de la même façon, j'espère que le jour où nous ferons les travaux d'ouverture de la rivière, on ne nous bloquera pas la RN12 sans nous prévenir. Parce que là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui nous arrive. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de travaux sans gêne, c'est une réalité. Par contre, il n'y a pas de ville qui construit son avenir sans travaux. Parce que sur un certain nombre de sujets, les retards sur les réseaux, le retard sur l'entretien des maisons de la ville, hein, nous sommes aboutis à des situations qui étaient devenues urgentes. Nous répondons également à cette urgence. Dans un projet de nouvelle liaison de cette ville, parce que c'est ce qui est dit dans la concertation. Moi, j'ai discuté avec des commerçants qui se disaient « ouais, on a toujours considéré que le centre-ville, il s'arrêtait après le viaduc ». Et il est arrivé une nouvelle chose, la résurgence, la revitalisation du quartier de la Manu. Donc cette liaison, elle est à nécessairement retrouver. Elle a existé par le temps. Quand la Manu fonctionnait plein pot, il était naturel de considérer que ce quartier était totalement ouvert. C'est ce que nous sommes en train de retravailler, une nouvelle physionomie de la ville où l'ensemble des déplacements retrouve aussi un peu de qualité. Nous avons des remarques régulières, notamment par le biais de l'Office du tourisme, sur la surprésence de la voiture en plein centre-ville et sur des séquences coupées régulièrement, que ce soit pour la qualité de la déambulation, pour les piétons, et c'est exprimé là de manière assez forte, et pour le coup sur l'ensemble des publics, la volonté d'avoir un centre-ville plus apaisé, plus animé. Je crois qu'il faut pousser sur là-dessus. Vous aurez bien compris que je ne peux pas vous présenter un plan de financement des opérations, ça serait trop tôt et les chiffres seraient d'office erronés. Les calculs qui ont été faits pour choisir la solution, on a même fait un spécial grand projet pour présenter ces chiffres-là. C'est la méthodologie arrêtée par l'État sur le calcul de la performance des solutions PAPI.
Ça a été strictement adopté parce que c'est l'État qui paye à un moment, hein, les 50%, ils viennent de là. Donc c'est strictement la méthode de l'État. Mais je ne veux pas porter la responsabilité de donner des chiffres qui, par rapport même à cette étude, l'évolution des coûts des matériaux, la méconnaissance du sol que nous sommes en train de valider à l'heure actuelle, pourraient nous mettre en décalage majeur avec la finalité des prix. Par contre, je le redis, nous nous sommes engagés dans un projet financé, dont les montants seront pris en charge. Parce que nous avons une méthode de financement de ces travaux qui est solide. État 50%, taxe GEMAPI, qui permet d'aller sereinement dans l'organisation de ces travaux. S'il n'y a pas d'autres interventions, si Georges, oui. De sortir du centre-ville, hein, pour redire une nouvelle fois qu'il faudrait également compléter la lutte contre les risques d'inondation par une politique dynamique, j'en ai déjà parlé en conseil, hein, dynamique de retalutage, de plantage de haies en amont, et déjà ça limiterait au moins partiellement les risques pour la ville de Morlaix. Elle est en cours et nous sommes même reconnus comme un des territoires qui a la politique la plus volontariste sur ce qu'on appelle la compétence hors GEMAPI, qu'on a également choisi de dédier à notre régie Andour, puisque nous sommes certainement la plus solide équipe de travaux du hors GEMAPI en termes d'objectifs de retalutage, en termes de paiement pour services environnemental auprès des agriculteurs, en termes d'organisation de la filière bois qui permet de solvabiliser le retalutage des agriculteurs, que les agriculteurs font pour nous, avec en plus la possibilité, à chaque fois qu'on fait du retalutage, de contractualiser la reprise du bois sur la SCIC Quad Bromont-Troulaise, qui a quand même été créée sur l'investissement initial de Morlaix Communauté. Donc là, pour le coup, vous avez raison de le signaler, ça n'empêche pas tous les efforts de qualité qui sont faits sur ce qu'on appelle la maîtrise du bocage en amont et la gestion hydrologique du bassin versant. Tous les efforts sont les bienvenus. Un certain nombre de pratiques changent avec le temps. Le bon sens dans le labour des champs quand ils sont sur le bassin versant, la présence des talus, le curage des rivières régulièrement. Là, il y a tout un travail de fond qui continue à être fait et qui a un effet sur la préservation de la ville, mais qui est incommensurablement plus faible que les travaux qui sont programmés dans la réouverture de la rivière. Mais vous avez raison de me le redire, ce travail est fait, et pour le coup, on est plutôt dans les très bons élèves avec la régie. Hein, et puis anciennement le SMT, il y avait vraiment un historique sur ce sujet-là, sur la qualité des travaux en amont. Oui, Georges ? Oui, il faut également veiller, quand il y a retalutage, à ce que dans la parcelle d'à côté, il n'y ait pas un arasement. Donc, effectivement, c'est ce qu'on constate également, on en avait parlé avec Patrick, hein, déjà, et c'est vrai qu'il faut être attentif, parce que si on fait ce qu'il faut, et qu'à côté, il y a d'autres talus qui sautent, le bilan peut ne pas être aussi positif qu'il n'y paraît. On parlait du téléphone d'astreinte. J'allais passer la parole au premier adjoint, mais le téléphone sonne à l'instant. Cette sonnerie est bien connue de l'ensemble des adjoints et de moi-même, puisque je participe au cycle d'astreinte. On a toujours un petit coup de stress quand on l'entend retentir. Non, je vais parfaitement dans ton sens, Georges. On a quelquefois, malheureusement, des gens qui détruisent les talus alors que ça doit être déclaré, validé, hein, et qu'on ne doit normalement pas toucher à un talus du moment où il est identifié. Oui, on a encore des délinquants de l'environnement qui vont araser des talus pour le côté pratique et puis pouvoir passer de manière un peu sauvage à travers les talus, alors qu'ils ont une utilité fondamentale en retenue des eaux, en biodiversité, en organisation du bocage. Voilà, chers collègues, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, pour approuver le bilan de ces concertations, y a-t-il des abstentions? Une abstention, Alain. Très bien. C'est pas une adhésion à l'ouverture de la rivière, hein, c'est de juger de la qualité de cette concertation. Et j'ai l'impression, sincèrement, qu'on aurait pu difficilement faire plus. Mais j'entends votre abstention.
Hein, il n'y a pas d'autres abstentions, des oppositions. Je vous remercie. Je salue Monsieur Coup. Merci beaucoup de votre participation et bonne soirée. Allez, on continue cette fois-ci avec le remboursement au prorata des abonnements de bibliothèque, puisqu'on a voté la gratuité. André Laurent. Voilà, j'avais envie, avant de commencer, de faire un petit propos liminaire. Le nouveau réseau des médiathèques de Morlaix Communauté a ouvert ses portes le lundi 8 septembre dernier. C'est l'aboutissement de 3 ans de travail et il s'appelle Pendaben, donc ça vient du breton qui veut dire de bout en bout pour symboliser le parcours du lecteur, peu importe où il vit, et qui signifie également complètement pour affirmer que les médiathèques s'adressent à tous et toutes sans distinction. Donc il regroupe 20 médiathèques sur le territoire et forme un réseau unique et gratuit. Donc le fonctionnement, c'est une carte que vous pouvez avoir en passant dans vos bibliothèques. Elle a une couleur en fonction de votre âge. Je suis un adulte, elle est jaune. Voilà. Ils se sont trompés, mais je peux emprunter enfant. Donc, ça nous permet d'emprunter plus de 160 000 documents, que ce soit des livres, des jeux, des films, de la musique, voire de la presse en ligne aussi, mais ça, c'était déjà gratuit. Et chacun peut recevoir son prêt à l'endroit qui lui convient. Voilà, donc ça c'est pour dire dans quel cadre va arriver le remboursement, puisque depuis le 8 septembre, étant donné que les abonnements deviennent gratuits, certaines personnes ont pu demander à être remboursées, puisqu'ils avaient peut-être pris leur carte en juin dernier. Donc on vous propose de faire un remboursement que l'on va après prorata temporis, ça veut dire en proportion du temps écoulé. Donc en proportion du temps écoulé, calculé au mois, on propose de rembourser. Donc, le remboursement sera calculé sur la base du tarif annuel en vigueur au moment de la souscription, rapporté au nombre de boîtes d'abonnement restants entre le 8 septembre et la date normale d'expiration de l'abonnement. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est dit en commission des affaires générales et financières, n'y étant pas sur cette décision. Voilà. Elle a été adoptée à l'unanimité. D'accord. Merci de votre question, monsieur Laurent. Y a-t-il, Georges? Donc, à ce jour, y a-t-il beaucoup de gens à avoir demandé le remboursement pro rata? Ou est-ce que c'est particulièrement marginal? Non, très peu en fait. Une personne. Ouais. Donc, mais Duralex Cedlex, voilà. Effectivement, il est légitime de pouvoir la rembourser si nous avons délibéré la gratuité. Ouais. Mais nous avons eu une demande. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci, chers collègues. Patrick, on te retrouve pour une demande de subvention fonds vert. Oui, on a déjà discuté ici de la concession d'aménagement d'entrée sud du cœur de ville historique. Vous vous souvenez, avec plusieurs lots. À l'intérieur d'un de ces lots, il y a le projet de restructuration de l'îlot du Quai Flotte, donc l'ancien cinéma qui sera donc déconstruit, puis rebâti avec un passage piétonnier. Ce lot-là, en fait, est tout à fait dans le cadre pour demander une subvention. Donc, ce partenariat est conduit par l'EPF et Bretagne-Seine-Braise, et constitue le levier majeur de la stratégie de redynamisation du centre-ville. On se propose donc de demander une subvention de 245 000 € dans le cadre du fonds vert. Voilà, donc il est demandé à travers cette délibération l'autorisation de pouvoir le faire. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On continue avec la protection sociale complémentaire. Patrick? Oui, alors on a aussi déjà évoqué ce sujet. Vous savez qu'à partir du 1er janvier de l'année prochaine, la mutuelle sera obligatoire pour les mairies. Donc les mairies seront en obligation de protéger leurs agents. Les employeurs publics donc sont obligés de la mettre en œuvre. Nous avons fait tout un travail avec notamment les agents, les syndicats, pour à la fois expliquer, à la fois donner les enjeux. Un certain nombre d'agents donc, ne sont pas couverts aujourd'hui par une mutuelle. Un certain nombre d'agents ont des mutuelles de piètre qualité.
Il a donc été demandé, c'est ce qu'on avait voté une dernière fois, au CDG d'être porteur d'un travail global sur l'ensemble d'un certain nombre de mairies pour pouvoir négocier avec une mutuelle. La mutuelle qui a été choisie est la mutuelle nationale territoriale, donc la MNT. On propose donc tout le monde et au sein de la mairie a été consulté. Il y avait deux possibilités, hein. Soit prendre une mutuelle générale pour l'ensemble des agents, soit permettre à des agents de prendre la mutuelle qu'ils souhaitaient, mais il fallait à ce moment-là que cette mutuelle soit labellisée, tout à fait, et que pour pouvoir toucher l'argent de la mairie, en fait, il fallait avoir une mutuelle labellisée. C'était un problème assez important. En tout cas, après les discussions que nous avons eues avec les syndicats, avec les agents, il a été choisi d'avoir une mutuelle mutualisée. Et donc, c'est ce qui a été fait. Cette mutuelle proposera 3 formules, une garantie de base, hein, ce qu'ils appellent le panier de soins, une garantie renforcée et une garantie supérieure. Donc, il fallait bien entendu que la mairie s'engage à participer à cette mutuelle. Le montant minimal était de 15 €. Il a été décidé, après concertation, que nous aurions 3 niveaux d'aide. Un premier niveau d'aide aux alentours de 25, pas aux alentours, pardon, de 25 €, entre 0 et 2500 €. Donc les gens qui ont en salaire brut mensuel compris entre 0, ce qui n'existe pas, et 2500 € pourront profiter de 25 €. Un salaire brut mensuel compris entre 2501 et 3000 € toucheront 20 €. Et les salaires bruts mensuels supérieurs à 3000 € toucheront 17 €. Donc, à condition, bien entendu, de souscrire à cette mutuelle. Je vous ai amené ici le travail qu'il y a pour vous montrer quels tarifs. Donc, les tarifs, bien entendu, des mutuelles sont très compliqués à gérer. Hein. Vous connaissez tout ça, en fait, en fonction de votre âge, en fonction de si vous êtes mineur ou si vous avez des enfants, pardon, ou pas, etc. Donc, si je prends un actif de moins de 31 ans, pour la formule numéro 1, donc de base, il devra acquitter de 28,89 €. S'il prend la formule 2, il devra acquitter 40,96 € et s'il prend la formule 3, il devra acquitter 45,41 €. Donc vous voyez, dans ces cas-là, à minima, pour celui qui a les salaires le plus bas, il pourra donc prétendre à 25 € d'aide, 25 €, oui. Pour celui qui a plus de 2500 à 3000, 20 €, et pour celui qui a plus de 3000 € de salaire, pardon, 17 €. Voilà, donc aujourd'hui, on a un consensus sur la proposition qui a été faite à l'ensemble des agents, et on est en ce moment même en train de recevoir les personnes de la MNT qui expliquent l'ensemble des engagements, qui aident les gens à pouvoir choisir le bon niveau de protection, etc., etc. Ça se passe d'ailleurs très très bien. La personne qu'on a rencontrée cet après-midi, qui est là depuis 2 jours, nous disait qu'elle était ravie de la façon dont ça se passait avec nos agents. Et elle trouve qu'ils sont délicieux. Voilà. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? Si. Georges? Oui, concernant le coût pour la ville, vous avez déjà une idée du nombre d'agents qui sont intéressés par la proposition, qui sont susceptibles d'adhérer? Alors, Patrick, pardon. Pour répondre, on est parti pour bâtir donc ça commence à partir de l'année prochaine. Hein, donc on a à bâtir le budget. Sur le budget, pour l'instant, on est parti sur l'idée qu'il y aurait 70% des agents qui adhéreraient à la MNT. On n'en est pas sûr, hein, ça sera peut-être moins. Je pense qu'on ne sera pas au-dessus, en tout cas pas la première année, hein, parce que si en fait ce soir vous avez à l'ordre du jour, c'est parce que en fait les agents qui souhaiteraient quitter
leur mutuelle pour adhérer à la MNT ont à minima 1 ou 2 mois devant eux. Donc il fallait absolument qu'on délibère ce soir pour pouvoir dire à nos agents qu'ils pouvaient donc éventuellement compter sur cette MNT à la rentrée. Donc voilà, je pourrais te donner il a fallu après faire un découpage en disant dans ces 70%, quels sont ceux qui touchent moins de, plus de, etc. Voilà, on pourra vous donner, je ne sais plus si je ne l'ai plus en tête. Hein. Franchement, j'ai complètement oublié de venir avec ce soir. On a fait un premier calcul, mais je vous le donnerai, qui a fait un prorata en fait en fonction effectivement du nombre d'agents. En sachant que notre idée est vraiment d'aider les agents qui gagnent le moins, parce que c'est dans l'étude qu'on a faite ceux qui sont les moins bien protégés aujourd'hui en termes de mutuelle. Donc voilà pourquoi on est à 25 pour les agents qui ont les salaires les plus faibles. Et dans les études, il y a un gain substantiel en termes de qualité également des mutuelles. Ouais, l'offre retenue de la MNT est visiblement un excellent contrat. En tout cas, bien supérieur à ce qu'on a comme retour des premières analyses des couvertures personnelles que pouvaient avoir certains de nos agents. S'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On continue avec l'assurance statutaire. Juste, excuse-moi Jean-Paul, le prix total sera de 92 000 €. Merci de cette information complémentaire. Allez, on continue avec Je la continue sur le délibération contrat suivante. d'adhésion de l'assurance statutaire. Alors, vous savez que quand nos agents sont absents, sont en congé de longue maladie, en congé de maternité, etc., nous avons un système de couverture qui existe déjà hein, depuis 2021, où nous avions déjà délibéré sur cette question-là. C'est Reliance qui travaille avec nous. Aujourd'hui, on est en reconduction du contrat. Donc ce soir, on vous propose de reconduire le contrat avec Reliance. Donc effectivement, hein, les garanties protégées hein, sont les risques santé, hein, frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, et le risque prévoyance, donc incapacité de travail, invalidité, et allant même jusqu'au décès. Hein. Donc voilà ce qu'on vous demande ce soir de bien vouloir voter. Donc le contrat irait jusqu'en 2029. Et nous avions échangé à cette occasion-là sur l'absentéisme. Hein. J'avais fourni les données à Georges qui avait demandé cette question sur la maladie ordinaire. Hein, le chiffre de la collectivité est pour l'année 2024 où nous avons consolidé les chiffres à 4,80% contre 5,53 l'année précédente, 4,80 contre 5,53, avec une moyenne de la fonction publique territoriale à 6,1, donc sensiblement en dessous de la moyenne de la fonction publique territoriale, et pour un privé qui est à 5,1, également en dessous des chiffres de maladie ordinaire du privé. On retient la maladie ordinaire parce qu'après, ça peut évoluer sur les maladies de longue durée, mais qui, pour le coup, sur un agent, peut faire 365 jours de maladie sur une pathologie longue. Nous en avons quelques-unes, donc il est plus judicieux de regarder la maladie ordinaire. Et là, on est, pour le dernier chiffre en date 2024, en dessous de la moyenne de la fonction publique territoriale de 1,3 points. Et en dessous même de la moyenne du privé de 0,3 points. Hein, on n'avait pas les chiffres en tête quand on en a échangé la semaine dernière, mais il n'y a pas d'indicateur spécifique sur un taux d'absentéisme qui serait plus grand que les moyennes au sein de la collectivité. S'il n'y a pas de questions, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions sur le contrat d'adhésion à l'assurance statutaire? Il n'y en a pas, merci. On continue avec le tableau des effectifs et une mise à jour, Patrick. Oui, tableau des effectifs dont on a parlé la dernière fois et qu'on a remis à jour. Il se fait que nous avons eu un départ d'une personne de la collectivité qui est retournée en fait, qui était en disponibilité chez nous et qui est retournée vers le département. Il fallait donc recruter quelqu'un, ce que nous sommes en cours.
il se fait que nous avons besoin pour pouvoir recruter la personne qui nous intéresse, de transformer le poste donc en assistante socio-éducative de classe exceptionnelle de catégorie A, et donc on se propose de transformer le poste actuel en poste donc d'assistante socio-éducative de classe exceptionnelle de catégorie 1, premier effectif. Un seul effectif est demandé. C'est ce qu'on vous demande de voter ce soir. Merci. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Allez, on continue avec Jérôme sur une première convention de servitude. Tout à fait, une convention de servitude avec la société Enedis, donc qui doit installer des lignes sur une parcelle qui appartient à la ville de Morlaix, en l'occurrence sur la place Edmond-Puyot. Quel ce sont 15 lignes électriques souterraines ainsi que des accessoires techniques qui doivent être mis en place en vue de permettre l'établissement et l'exploitation de cette ligne. La société Enedis souhaite régulariser dans un premier temps une convention de servitude sous seing privé et dans un second temps une convention par acte notarié si une des parties leur demande. Donc le conseil municipal de ce soir est sollicité pour autoriser la signature de l'acte de constitution de servitude ainsi que tous les documents qui s'y rapporteront. À noter que les frais notariés sont à la charge de la société Enedis. Merci Jérôme. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Une nouvelle convention de servitude à Queyranroux. Ici, ce n'est pas pour 15 lignes, mais une seule ligne électrique souterraine par la société Enedis à Queyranroux. Donc là, pareil, la société Enedis nous sollicite en vue de permettre l'établissement de l'exploitation de cette ligne. Et elle souhaite également régulariser dans un premier temps une convention de servitude sous seing privé et dans un deuxième temps une convention par acte notarié dont les frais reviennent à la société Enedis également. Merci. Merci Jérôme. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas, merci. On arrive à la dernière délibération avec le fonds d'intervention pour l'habitat. Le fonds d'intervention dans l'habitat, donc que vous connaissez, comme à quasi chaque conseil municipal. Donc, dans le cadre de sa politique patrimoniale et du plan de sauvegarde de mise en valeur du patrimoine, la ville de Morlaix accompagne financièrement des propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux d'entretien et de mise en valeur portant sur les façades, les immeubles et les commerces, ainsi que sur les murs de soutènement traditionnels. Dans le cadre du FIH, il y a ce soir donc deux interventions. Donc une sur le 14 rue de Calac pour un montant de subvention à allouer de 1254 € et 2 centimes et un autre sur le 15 Grand Rue pour un montant total de subvention alloué de 7 500 €, ce qui nous fait un montant des subventions allouées de 8 754 € et 2 centimes. Merci Jérôme. Je ne vois pas de demande de parole. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. Chers collègues, nous sommes arrivés au bout de ce conseil municipal. Nous nous retrouvons le 20 novembre à 18h30. À très bientôt. Merci de votre participation.